Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Émission dont le but est de sensibiliser ce monde incrédule que les personnes en situation de handicap et de handicap visuel plus précisément sont bel et bien parmi nous et que nous avons tout à gagner à apprendre à vivre bien ensemble. Alors je ne sais pas si vous aviez écouté l'émission 26. Si par hasard elle est passée sous vos radars, vous la retrouverez sur notre page mixcloud.com/l'imaginoire. Dans cette émission, nous proposions le portrait de Stéphanie et Samy, un couple de déficients visuels habitant sur Lyon et parents de 2 enfants. Cette idée de multiplier les rencontres avec des familles touchées par la déficience visuelle, c'est un peu l'ADN de l'imaginoire à l'écoute des familles. Mais il est vrai que ça faisait un petit moment que cette émission avait largué les amarres pour partir vers d'autres contrées et concepts et rives radiophoniques. Il était donc peut-être temps de revenir aux fondamentaux. C'est pourquoi aujourd'hui, l'émission sera entièrement consacrée à la rencontre d'un nouveau cocon familial, composé cette fois-ci de Marie, une jeune déficiente visuelle de 32 ans, en couple avec Cédric, 36 ans, maman et papa d'une petite Leila tout à fait enrhumée et qui a fêté ses 1 an en octobre dernier. Alors pour les prochaines 24 minutes, nous parlerons maternité, paternité, handicap, recherche de boulot, engagement associatif, lien social, migration, déplacement urbain, j'en passe et des meilleurs. Le tout entrecoupé par des sons de coucou et de vagues, déclenchés du fond de son lit par une petite Léla, bien enrhumée donc. Bonne écoute et belle rencontre. Je m'appelle Marie, j'ai 32 ans. J'habite à Annonay depuis 3 ans et avant j'habitais dans la banlieue d'Annonay, la campagne profonde. Et avant encore j'ai vécu à Lyon, à Lille, voilà. Et je suis maman d'une petite fille qui a eu 1 an là en octobre, qui s'appelle Leila. J'ai vécu à Lyon pendant 4 ans pour finir mes études. Après, j'ai rencontré Cédric en 2015. Lui, il était en coloc avec des amis. Et tous les 4, on s'est dit, on n'en peut plus de la ville. Enfin, moi, la pollution, j'en pouvais plus. Je commençais à avoir des allergies à fond. Enfin, je sais pas si c'était dû à la pollution, mais en tout cas, j'étais malade tout le temps. Voilà. Et financièrement, c'était compliqué. Donc, on s'est dit, on va trouver un truc un peu plus paumé en campagne, ça va être cool. De toute façon, il y en a 2, enfin non, il y en avait 3 sur 4, enfin, qui avaient le permis. On s'est installé à Quintenat. On a trouvé une maison avec un grand jardin, voilà. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. Parce que du coup, j'étais hyper dépendante de tout le monde. Surtout Cédric du coup. Il y a 2 bus dans la journée quoi. Le proprio il nous avait dit oui vous avez des bus. Bah oui, enfin à 7h du matin il y a 18h donc en fait quand tu pars de chez toi tu rentres le soir quoi. Donc au bout d'un moment on s'est dit Annonay on aime bien quand même, enfin le coin, puis moi j'avais rencontré des gens sympas. On n'avait plus envie d'être en coloc donc on a cherché une maison à 2 et puis on a trouvé une maison sur Annonay. Bon, il se trouve qu'en termes d'accessibilité, Annonay, c'est pas merveilleux. Et en plus, comme pendant 3 ans, j'avais perdu l'habitude de me déplacer seule, et j'avais vraiment beaucoup d'appréhension, en fait. Dès qu'il s'agissait d'aller au centre-ville à pied, c'était plus possible, en fait. J'avais plus du tout confiance en moi parce que j'avais perdu l'habitude. Et en plus, c'est une ville que je connaissais pas. Et en plus, c'est une ville qui est pas du tout accessible, quoi. Les trottoirs, ils sont défoncés, c'est super vallonné, donc ça monte, ça descend... c'est un peu casse-gueule. J'ai pas encore bien étudié le réseau de bus, mais c'est pas non plus merveilleux. Surtout quand on a vécu à Lyon avant. Ça fait un sacré changement. Du coup, voilà, je continue de bien aimer Annonay, mais même si je suis un peu plus franche dans mes déplacements maintenant, parce que je me suis dit que en ayant un enfant et tout, il fallait quand même que je puisse m'en occuper seule et l'emmener des fois jouer au parc quand elle sera plus grande ou l'emmener à l'école. Et donc du coup, j'essaye de me réautonomiser un peu là-dessus. Mais ça reste encore un peu compliqué. Voilà, il faudrait que je reprenne des cours de locomotion et tout parce que en fait, ça se perd quand même, quoi. Et c'est surtout la confiance en soi
je trouve, qui se perd. On peut vite rebasculer dans le truc où on a peur de se prendre une bagnole ou un truc comme ça quand on a perdu l'habitude de se déplacer seul, quoi. Eh oui, en voici un autre fondement de cette émission, un autre sujet abordé déjà plusieurs fois, dès la première émission si je me souviens bien, mais qui reste d'actualité. Le problème du déplacement des déficients visuels. Faites l'essai, c'est très simple. Fermez les yeux et allez vous balader. Nombre d'entre nous auraient déjà du mal à trouver la porte de sortie. Alors se balader en milieu urbain ou en milieu rural. On rappelle ici, une fois de plus, qu'environ 80% de nos informations quotidiennes proviennent de notre rétine. Alors sans, c'est un tout autre pastis. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. On retrouve Marie, qui approfondit la problématique de ces déplacements sur Annonay. Il y a des passages piétons, mais il n'y a pas de feu sonore, et c'est con, mais il n'y a pas de feu en fait. Et donc du coup, où il y en a deux, et donc ceux-là sont sonores, mais en fait les feux, ça permet de se repérer en fait, puisque quand tu fais sonner le truc, tu dis ah bah là il y a un passage piéton, je suis arrivé dans telle rue, ça donne un point de repère, et là il y en a pas. Enfin, des fois il y a des passages piétons, c'est comme si c'était un rond-point, et c'est le bordel, et du coup tu arrives au milieu du truc, et puis moi il y a déjà des gens qui ont ouvert la fenêtre de leur voiture en me disant mais vous êtes au milieu de la route, oui bah alors d'accord. Mais du coup c'est un peu la panique, ils sortent de leur voiture pour me faire traverser. Enfin, pourtant, j'ai vraiment pas un mauvais sens de l'orientation à la base. Je suis pas non plus trouillarde au niveau des déplacements, mais c'est le bordel, quoi, vraiment. Puis les passages piétons, ils sont en biais, alors... Oui, bon, de toute façon, même quand ils sont tout droits, je marche pas très droit, donc ça change pas grand-chose. Donc je me retrouve toujours dans des situations complètement... Je me dis, mais si j'ai ma fille avec moi, mais ça craint, quoi, en fait. Donc voilà, va falloir que je reprenne des cours de locomotion et qu'ils m'apprennent un peu comment ça fonctionne, cette ville, parce que... Vous écoutez l'Imaginoire à l'écoute des familles. Après avoir parlé avec Marie, c'est le moment d'aller à la rencontre de son compagnon, Cédric. J'ai 36 ans. Je viens de La Réunion et j'ai pas mal vadrouillé depuis dans différentes villes de la métropole. Donc j'ai été à Montpellier, j'ai été un petit peu en Picardie. L'Ardèche, c'est le coin où j'ai passé le plus de temps, je crois. Et après, beaucoup autour de Montpellier. Et puis on s'est rencontrés sur Lyon avec Marie quand je venais d'arriver là-bas. J'y étais depuis 3 mois et je connaissais encore personne. Je suis en complète reconversion professionnelle, enfin même errance professionnelle à ce moment-là. Et donc voilà, on s'est rencontrés dans un moment pas facile, ni pour elle ni pour moi. Elle approchait de son opération de la cornée et il y a eu toutes les complications qui ont suivi. Et moi, je galérais beaucoup au niveau professionnel et financier. Ouais, puis moi, c'est pareil, je venais de finir un CDD quelques mois avant de rencontrer Cédric. Et du coup, je cherchais du boulot, je trouvais pas. Du coup, je suis venue en Ardèche en me disant peut-être je trouverais du boulot. N'importe quoi. Après, on a eu tous les deux des engagements associatifs ça nous a pas mal occupés. Ça nous a permis d'avoir une vie active et sociale et pas se retrouver complètement isolé dans le petit hameau qu'on avait trouvé. Du coup, on a fait chacun de notre côté pas mal de bénévolat. Sur Annonay, c'était dans une association qui accompagne les migrants dans les démarches administratives, les choses comme ça, en fait. Voilà. J'ai essayé de faire du soutien psychologique, de l'écoute, en fait. Mais ça n'a pas trop pris parce que déjà il y avait la barrière de la langue et puis du coup il n'y avait pas beaucoup de francophones, c'était surtout des personnes arméniennes du coup qui parlaient très peu le français et du coup ça les intéressait pas. Donc du coup j'étais sur l'accompagnement administratif et juridique, mais voilà, alors c'était une asso où je me suis trop éclatée, j'ai rencontré des gens trop bien. Après, on a fait aussi des campagnes, enfin pas des campagnes de sensibilisation, mais des soirées où on dénonçait la politique migratoire française, les choses comme ça, où on parlait de la condition des migrants en France et tout, on diffusait des films, des entretiens avec des auteurs de bouquins et tout, et c'était vraiment hyper enrichissant, et après ça j'ai arrêté. J'étais dans une asso montée avec des amis. On essayait de diffuser le plus largement possible l'accès aux jeux et aux jouets. On travaillait avec un ludothécaire et donc ça se résumait à quand même beaucoup d'animation
dans les quartiers de Vénissieux, de Villeurbanne, enfin surtout autour de Lyon au départ. Puis on a essayé d'étendre un peu le champ d'activité. Et on poursuivait comme objectif de créer un outil professionnel et de se professionnaliser dans l'animation ludique. Donc voilà, c'est une aventure qui a duré 5 ans et qui était géniale. Donc il y a une idée de lien social qui vous a réunis aussi. Oui, on n'a jamais été étrangers à l'engagement associatif de l'autre. On était tous les deux un petit peu impliqués. Après, l'idée, c'était de se laisser aussi de l'espace. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas tous les deux engagés dans la même asso tout le temps. C'est de pouvoir évoluer chacun de notre côté aussi. Mais après, c'est vrai que quand j'ai rencontré Cédric, qui m'a dit je bosse dans le jeu ou je fais des animations auprès de différents publics et tout, je me suis dit mais c'est trop cool parce que j'ai vu le truc social et ça me plaisait moi d'être en couple avec quelqu'un qui faisait du social. Parce que moi j'avais fait des études de psycho à l'époque et du coup j'avais envie de travailler là-dedans quoi, dans tout ce qui est social. J'avais fait de la psychologie sociale d'ailleurs. Du coup ça a été un argument. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission L'Imaginoire à l'écoute des familles. Une émission qui donne la parole aux familles touchées par la déficience visuelle. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en passant par notre page Facebook, le facebook.com/l'imaginoire. LIMAGINOIR. Retrouvez-nous également sur YouTube ou sur notre page mixcloud.com/l'imaginoire. On retrouve Marie et Cédric et on parle maintenant de leur envie de fonder une famille, d'avoir un enfant, en sachant que Marie est donc déficiente visuelle. C'était une aspiration de Marie assez tôt. Donc on en a parlé vite parce que quand on s'est rencontrés, on était tous les deux à la recherche d'un engagement sérieux sur le long terme. On s'est juste dit qu'on se précipitait pas et qu'on allait déjà vivre à deux et voir où est-ce que ça nous menait. Et puis l'envie est née petit à petit de mon côté. On s'était fixé quelques étapes avant, cesser de vivre en colocation, ce qui convenait pas tout à fait à Marie. Donc réussir à s'installer tous les deux et à se sentir bien quelque part avant de se lancer là-dedans. Parce que tout le monde nous disait vous verrez quand vous aurez un enfant, ça sera plus pareil. Bon, c'est vrai, hein. Ouais, non, mais moi, j'étais... même si je voulais pas en avoir trop jeune et tout, parce que j'avais envie de continuer de faire la fête, enfin voilà, de vivre ma jeunesse. Mais moi, j'ai toujours été à fond, parce que depuis que j'ai 15 ans, je fais des listes avec des prénoms et tout, que je modifie au fil des années, tu vois. Donc oui, non, j'ai toujours été à fond. Et par rapport à ta déficience visuelle, du coup, comment tu l'envisageais d'avoir un bébé? C'est une question bête, mais ça fait partie du truc, c'est pour ça que je la pose aussi simplement que possible. Moi ça me faisait pas plus peur que ça, même s'il y en a qui me disaient ouais, mais quand il va grandir, tu vas galérer à l'aider à faire ses devoirs, machin. Enfin, c'est plus les autres qui étaient inquiets que moi. Moi j'avais confiance en moi. En tout cas, je me suis dit qu'il y avait plein de trutrucs que j'avais réussi à faire jusque-là. Je ne voyais pas trop pourquoi élever un enfant
ça allait être plus compliqué qu'autre chose, quoi. Après, je savais que j'aurais des difficultés différentes et supplémentaires par rapport à des gens qui voient, ça c'est clair. Mais comme tout, quoi, en fait. Et du coup, à partir de ce moment-là, si on se dit, bah ouais, mais je vais avoir des difficultés à faire ça par rapport à quelqu'un d'autre, bah on fait plus, parce qu'avec un handicap, c'est forcé que t'aies des trucs qui soient un peu plus durs, quoi. Je sais que ça demande plus de temps, qu'il y a des trucs qu'il faut que j'apprenne, et voilà, mais ça me fait pas peur et ça se passe bien. Du coup. Ouais. Et du coup, au bout d'un an, alors, justement, ton rapport à tout ça a évolué. Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qui a confirmé que tu avais eu raison? Je sais pas si j'ai eu raison. En tout cas, ma fille, elle a l'air... elle a l'air heureuse, quoi. Enfin bon, du haut de ses 1 an, elle est épanouie, puis elle a bien capté qu'il y avait un truc qui était différent avec moi, quoi. Elle prend ma main pour me faire toucher les trucs quand elle veut me montrer quelque chose. Elle parle. Elle dit déjà vachement de mots, en fait, comme elle peut, parce qu'elle a 1 an, mais pour se faire comprendre, plutôt que de montrer du doigt comme pourrait le faire un bébé qui a des parents qui voient normalement, bah elle apprend à nommer les choses, en fait. Et je pense que ça c'est... Et du coup, je me dis, en fait, ça se passe bien, quoi. Elle s'adapte comme moi je me suis adaptée à elle, et elle est en pleine santé. Enfin, là, aujourd'hui, pas trop, mais sinon, ça va, quoi. Donc, ouais. Alors du coup, avant, pas vraiment d'a priori, j'entendais bien du coup les quelques appréhensions ou doutes en tout cas qui avaient été émis à Marie. On en a pas mal discuté et puis on se disait qu'on essaierait de trouver des solutions, et donc je partais assez confiant en fait. Je me disais on fera ce qu'il faudra et puis on s'en sortira. On a eu à s'adapter, mais plus l'un par rapport à l'autre que par rapport à notre fille. On a tâtonné pas mal à savoir si je devais manifester une différence avec sa mère aux yeux du bébé, dans les habitudes, par exemple pour lui donner à manger, où Marie a besoin de lui toucher le visage pour lui ramener une cuillère dans la bouche. Au début, on se disait je vais le faire, histoire qu'elle s'habitue à cette façon de faire. Et qu'elle rejette pas sa mère. Et puis on a très vite arrêté, je pense. On l'a fait pendant 1 mois et demi. Ouais. Et puis on s'est dit non, maintenant elle connaît ta façon de faire, et puis on va faire chacun à notre manière. Qu'elle se rende compte, la petite, tiens, là je suis avec maman et ça se passe comme ça quand je suis avec elle. Du coup voilà, au bout d'1 an, je vois vraiment pas de difficultés, sauf des fois je dirais la charge mentale de se rendre compte qu'il y a des choses qui seraient beaucoup plus simples s'il n'y avait pas le handicap, et donc voilà, des fois il y a un petit coup psychologique un peu lourd, et puis on le surmonte, et puis on avance et ça va. Alors avant de se dire au revoir, j'ai voulu aborder avec Marie à nouveau un autre sujet qu'il mérite. On parle de non-voyants, d'aveugles, plus de 200 000 en France. Mais on parle aussi de malvoyants, près d'1 million. Que perçoivent donc ces malvoyants ? En posant la question, on comprend que chacune de ces personnes voit différemment. Qu'en est-il pour Marie ? Alors moi je suis née déjà avec une maladie génétique qui s'appelle l'amorose congénitale de Leber. C'est une maladie qui touche la rétine. Petite, j'étais considérée comme déjà très malvoyante, mais par contre petite, je voyais les couleurs, je pouvais jouer par exemple au Milborn, j'arrivais à voir sur les cartes du Milborn. Qu'est-ce que tu voyais sur la carte du Milborn ? Les chiffres. Et je pouvais jouer à la Super NES, je jouais à Mario Kart, à Tetris et tout, mais en me collant comme une malade à l'écran, quoi. Mais j'arrivais. Mais j'ai toujours dû travailler en braille, par contre. J'avais pas les capacités pour lire correctement, quoi. Je pouvais écrire, j'arrivais à écrire avec des lignes un peu épaisses, là, en noir et tout. Là, j'arrivais à voir un peu, mais ça m'aurait jamais permis de travailler comme ça, quoi. Donc j'ai toujours travaillé en braille.
Et en fait, à un moment donné, je sais plus, j'étais à Lyon, et en fait j'ai eu un œdème sur la cornée, et en fait je me suis aperçue que j'avais un kératocone aux 2 yeux, en fait c'est la cornée qui se déforme, et en fait ça rend la vue floue. Voilà, donc les couleurs et tout ça je voyais plus, donc j'étais hyper éblouie par le soleil, donc dès qu'il y avait un peu de lumière, je voyais encore plus flou. Et ils ont décidé de m'opérer. Ils ont dit c'est bon, sur l'œil droit vous voyez de toute façon pas grand chose, donc on peut essayer faire une greffe de cornée, pire vous verrez pas moins quoi. Donc j'ai dit allez on y va. Donc j'ai fait ma greffe de cornée en février 2015. Déjà j'ai eu un début de rejet qu'ils ont réussi à rattraper avec des médocs et tout, mais en fait après ça a déclenché des trucs. J'ai une cataracte énorme à l'œil droit, enfin sur l'œil greffé en fait, un glaucome qui s'est déclenché aussi, donc du coup j'ai un traitement à vie avec des gouttes. Enfin c'est super chiant, je peux plus faire plonger. Moi j'ai jamais eu envie de faire de plongée, mais si un jour j'avais eu envie de faire de la plongée, je peux plus. Voilà, pour l'accouchement ça a posé question aussi. Pour l'allaitement, comme j'ai des traitements, si j'avais voulu allaiter, enfin j'aurais voulu allaiter d'ailleurs à la base, c'est quand même rare les femmes jeunes qui ont un glaucome. Et donc du coup, il n'y a pas trop de données là-dessus, donc en fait on savait pas trop si je pouvais allaiter, donc j'ai pas allaité finalement. Voilà, en fait ça a eu un impact sur ma vie vachement plus large que ce qui m'avait prédit. En fait maintenant je vois à l'œil droit quasiment plus rien, et à l'œil gauche je vois tout flou quoi. En fait c'est comme si je regardais à travers un verre d'eau, et donc du coup je vois la lumière et tout, mais tous les trucs à travers c'est complètement flou quoi. Aucun détail. Non, pas de détails. Ok. Toi, tu disais que tu as beaucoup étudié le braille. Maintenant, avec tout ce qui est synthèse vocale, c'est toujours d'actualité, c'est quelque chose que tu gardes? Ouais, je le garde parce que je lis énormément. Enfin là, en ce moment, depuis la naissance de Leïla, plus du tout, mais en fait j'ai un bloc-notes braille sur lequel je mets mes livres. Enfin, je les récupère sur un site en fait exprès pour les déficients visuels en fait, et je les mets après sur cet ordi braille. Et je lis vraiment beaucoup. Pour moi, les livres audio et tout ça me plaît pas des masses. J'aime vraiment le plaisir de la lecture. Et donc du coup, c'est vraiment un outil. L'outil de l'ordi braille, ça se compose comment? Puisque le braille c'est tactile. Ouais, alors ça ressemble pas du tout à un ordi. En fait, c'est une espèce de truc rectangulaire et plat, en bas duquel il y a une réglette de, je sais pas, 35-40 caractères, où il y a les points braille qui ressortent. Et en fait, pour écrire, tu as 8 touches. Et donc, tu fais les combinaisons de points. T'appuies dessus et ça fait les combinaisons de points pour faire les lettres braille, et en fait ça apparaît sur la réglette en dessous. D'accord. Et après quand tu mets le livre dessus, t'ouvres le fichier, en fait c'est vraiment comme c'est un fichier, je sais pas, PDF ou je sais pas quoi, ouais. Et en fait ça ressort en braille sur le machin. Et voilà, nous avions coupé l'enregistrement à ce moment-là. Marie était partie s'occuper de Leïla, j'avais remballé mon micro, et tout de même Cédric a voulu rajouter quelque chose. Partager son expérience, vous partagez son expérience, afin sûrement de rassurer de jeunes ou moins jeunes couples voulant se lancer dans l'aventure de la parentalité. Pour ceux qui ont des doutes sur le fait de pouvoir assumer la parentalité, faut avoir conscience qu'on rencontre des gens assez bienveillants. On a eu cette expérience-là à la maternité, bien qu'il y en ait des très maladroites ou des gens qui ont beaucoup d'appréhension. Alors il y a quelques rares cas où ça se passe mal, mais en général les gens essayent d'accompagner au mieux s'ils voient une difficulté. Et ça, sur l'accompagnement des parents dans les lieux comme la crèche, et je suppose à l'école ensuite, on le verra aussi. On tombe vraiment sur des gens qui veulent faciliter au plus les choses sans trop diriger. Je pense qu'il faut quand même s'affirmer. Marie, c'est important qu'elle dise ça je le fais, ça c'est bon, je peux le faire et je le fais à ma manière. C'est important qu'elle le pose pour ces gens qui veulent aider mais qui peuvent être vraiment maladroits. Mais en tout cas, ouais, il y a cette envie de faciliter les choses en tout cas. Donc, ok. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez écouté un nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Vous ou votre famille est touchée par la déficience visuelle, venez, comme vous êtes, rejoindre l'équipe de l'Imaginoire. Envoyez-nous un mail à l'imaginoire@lilo.org ou contactez votre radio locale qui nous passera le message. Ou retrouvez-nous sur notre page facebook.com/l'imaginoire, sur Instagram l'Imaginoire Radio,
ou réécouter également les émissions via notre page YouTube ou sur notre page mixcloud.com/l'imaginoire, page qui contient des contenus inédits. L'Imaginoire à l'écoute des familles est un projet soutenu par la CAF Drôme et la Fondation BP Aura. Et le projet est réalisé par l'association Résonance. À très bientôt pour une nouvelle émission.